Il n'y a pas un seul gouvernement au monde qui peut avoir une politique migratoire en s'isolant complètement de la politique des autres. Le seul facteur qui peut changer les ressources humaines dans un pays et donc sa croissance économique, c'est l'immigration. C'est ça la réalité dans les années à venir. Let me emphasize, migration is a positive global phenomenon. It powers economic growth, reduces inequalities, connects diverse societies. Visiblement, Donald Trump a explosé, je cite, « Mais pourquoi est-ce qu'il faut qu'on accueille des gens qui viennent de ces pays de merde ?» Des pays de merde, c'est exactement ce qu'il a dit. Et pas juste une fois, il a insisté. Illegal immigration funds, criminal networks, ruthless gangs, and the flow of deadly drugs, and has produced a vicious cycle of crime, violence, and poverty. That is one reason the United States will not participate in the new Global Compact on Migration. You're in the United States now. If you cross the little bridge here, you're going to be arrested because it's illegal to cross the border. L'humanité, l'espèce humaine, est une espèce animale migrante. On a conquis la planète en migrant. Et donc, ça fait partie d'une réponse normale aux stress économiques, politiques, sociaux, familiaux que les êtres humains vivent. La migration est l'état normal de l'humanité. En ce moment, il semblerait que le nombre de migrants dans le monde soit à peu près 3,3% de la population de la planète. Ça signifie, en ce moment, 250 à 270 millions de personnes qui sont migrantes en permanence. La crise éclate en 2015. Les côtes européennes de la Méditerranée accueillent plus d'1,5 million de réfugiés victimes de la guerre, de l'oppression et des changements climatiques. Which language do you speak? English? Des centaines de milliers de personnes risquent leur vie pour le rêve européen. Les 4000 d'entre eux meurent noyés. À tous les jours, les gens meurent en traversant la Méditerranée. Donc, on a mis sur place en 2015 3 bateaux avec des services de repêchage de secours en mer et de premiers soins. Et dans les 3 dernières années, Médecins sans frontières a repêché plus de 80 000 personnes dans ces bateaux. Les frontières européennes sont débordées. Les gouvernements se tournent vers les Nations unies. En 2016, les États membres de l'ONU votent en faveur d'une résolution préparant ce qui deviendra le Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières. Le secrétaire général m'a demandé d'être sa représentante spéciale pour accompagner ce processus de migration et d'être essentiellement, moi je pense, beaucoup la voix morale du secrétaire général pour accompagner ce processus-là dans la meilleure direction possible. Pourquoi vous avez fait appel à Louise Arbour? Parce qu'elle est absolument fantastique. Elle était au commissaire des droits de l'homme. J'ai eu l'occasion de la connaître très bien pendant cette période et de voir son extraordinaire compétence, la rigueur. Élevée à Montréal, Louise Arbour est une grande juriste. Elle était juge à la Cour supérieure en Ontario lorsqu'on a fait appel à elle la première fois pour intervenir dans un conflit international. Elle a été témoin de l'horreur des pires massacres en ex-Yougoslavie et au Rwanda comme procureur en chef des tribunaux sur les crimes de guerre. Elle a traqué sans relâche ses responsables. Mr. Milosevic thought that he could keep me out of Kosovo, while I believe that he can't keep himself out of The Hague. Puis, elle est revenue au Canada pour siéger pendant 5 ans à la Cour suprême.
Mais son désir de défendre les plus démunis de la planète est plus fort qu'elle. Elle revient aux Nations Unies, cette fois, comme haut-commissaire aux droits de l'homme. À ce titre, elle affronte les dictateurs les plus dangereux pour qu'ils respectent les principes de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Louise Arbour. I'm the High Commissioner for Human Rights for the United Nations. En mars 2017, à l'âge de 70 ans, Louise Arbour reprend le bâton du pèlerin. Elle s'installe à Manhattan. L'autobus l'amène au bureau à tous les matins. Pourquoi vous avez accepté ce job-là? Moi, j'ai pensé que vous étiez déjà semi-retraité. Oui, moi aussi, je me suis toujours vue comme semi-retraitée, mais la retraite, jusqu'à maintenant, ça n'a pas été mon plus grand succès. Quand j'ai eu l'appel du secrétaire général, en fait, il n'y avait, premièrement, aucun autre sujet aux Nations unies dans lequel je me serais impliquée. À mon avis, la question de la mobilité humaine, c'est du même ordre que les changements climatiques. C'est une des grandes questions de notre époque, une question qui est presque en mode préventif, parce que si on ne commence pas aujourd'hui à se donner les moyens de mieux gérer ça, on s'en va vers des situations encore plus chaotiques que ce qu'on a vu en Europe dans les 2 dernières années. Le rôle du représentant spécial du secrétaire général était déjà bien établi. Ce que je n'avais pas très bien compris, c'est qu'il n'y avait pas de budget, mais ça, c'est toujours comme ça. On oublie toujours de poser la question la plus importante. Et donc, au début, il a quand même fallu que je passe beaucoup de temps à essayer de constituer cette équipe-là puis aller chercher du soutien financier, y compris du Canada. Le Canada fait une contribution très importante à mon bureau. La première partie de mon mandat en matière de migration, la difficulté, ça a été pour moi de bien comprendre la substance. Je ne suis pas une experte en migration, je suis entourée de collègues qui ont beaucoup de connaissances, mais il fallait que je sois convaincue que j'avais bien compris les enjeux. J'ai lu beaucoup de choses, j'ai bien réfléchi, j'ai parlé à beaucoup de monde. Ça, c'est l'espèce de période d'apprentissage. Moi, ça, c'est la période que j'aime beaucoup. 7h30 du matin à Montréal. C'est plein d'immigrants. Ça se lève de bonne heure, ce monde-là. Le vieux cœur de la ville battrait-il encore grâce à eux? Je vous rappelle que vous êtes bien sur les ondes de Média Maghreb, 1450 AM, 104.5 FM. Avec la dernière émission, on s'est dit qu'au lieu d'écouter les candidats, nous avons au sein de la communauté des personnes qui sont engagées dans des partis politiques pour essayer de créer un débat intracommunautaire, donc au sein de la communauté arabe en général, nord-africaine bien sûr. Nous avons donc le plaisir de recevoir Maître William. Le visage de l'immigration au Québec est de plus en plus maghrébin. C'est une chose, moi quand j'ai immigré dans les années 90, c'est les Québécois et les Québécoises qui m'ont accueilli, qui m'ont accompagné dans une des rudes épreuves de ma vie pendant 2 ans, parce que quand on vient au Québec dans les années 90, on laisse sa famille, on laisse son travail, on laisse tout un espoir qu'on avait dans cette belle Algérie. Un des plus grands défis d'un immigrant, c'est d'assumer le changement. C'est de dire, oui, j'ai choisi de venir m'installer dans un autre pays, je dois changer. Ça, c'est pas évident, parce que c'est un déchirement par rapport à son patrimoine culturel. Et quand on le fait collectivement, quand on le fait en groupe, c'est beaucoup plus facile, parce qu'on va dire, ok, c'est normal, c'est tout le monde qui le fait. Bienvenue, marhaban bekoum, tout le monde. Bienvenue à tous et toutes à ce 6e gala d'excellence du Congrès maghrébin au Québec. Quand on est au Québec, on réfléchit comment être et s'adapter à ce nouveau territoire. Penser que les gens vont s'intégrer individuellement, c'est un peu utopique. Mais en général, s'approprier le Québec par son histoire, par son patrimoine culturel, religieux, ça c'est aussi important, se fait beaucoup plus facilement s'il est fait d'une façon collective. On participe à la richesse de ce peuple-là, on participe à l'améliorer, on participe de le faire avancer très loin, parce que ça, c'est un peu notre devoir. Et pourquoi je dis ça? Parce que les gens appellent, partagent leurs problèmes, c'est pour partager les expériences, donc ce n'est pas un ghetto. Ou bien avec les libertés individuelles, c'est différent l'un de l'autre, par exemple. Ça, Mon implication communautaire, je la conçois dans ce sens-là, pour participer à assumer une intégration professionnelle, culturelle, sociale, économique, avec un groupe qui partage le même, je dirais, le même historique culturel, qui vient du même bassin culturel, pour aller vers le Québec et pour appartenir au Québec d'une façon permanente et complète.
le processus pour un pacte mondial sur la migration qui a été lancé par les États membres des Nations unies à l'automne 2016. Il y a eu 6 grandes consultations thématiques à New York, à Genève et une à Vienne. Et les Nations unies avaient mandaté aussi des consultations régionales. Alors, on a fait l'Amérique latine, le Moyen-Orient, l'Afrique, et c'est important dès le début qu'on comprenne bien les enjeux régionaux. Et c'est ça qui va servir de base aux 2 co-facilitateurs, les ambassadeurs du Mexique et de la Suisse. C'est eux qui vont devoir produire le document de base pour les négociations, le premier brouillon, le premier projet d'un pacte mondial. Les consultations régionales révèlent une situation complexe, loin des stéréotypes établis. Les divisions sont vives au sein des 192 pays qui participent au débat. Le rôle de Louise Arbour est de les rapprocher. À première vue, une mission impossible. Surprenant que c'est, mais c'est la première fois que les États membres de l'ONU, au sein de l'ONU, ont discuté de ce phénomène de la migration internationale. L'idée principale, c'est de réduire la migration irrégulière. Et c'est nécessaire parce que si on regarde ce qui se passe dans le monde, dans le domaine de la migration, il y a quand même des lacunes dans la coopération internationale. Et c'est cette lacune qu'on essaye à combler avec le compact. We finally, after decades of work, managed to bring migration to the UN. On the other hand, the increase of nationalistic sentiments is there, while anti-immigration sentiments keeps growing in many countries in the world. Politically, migration has become extremely complex. Societies are reacting to this phenomenon. The first challenge, big challenge of Louise Arbour is to put together the machinery, a machinery that tends to be very fragmented. You could hardly find any other person that could do it as she can. Louise's role is precisely to travel the world, to talk to leaders around the world, to explain to societies, to socialize, if you like, this global compact. Je pense qu'on a commencé les négociations avec beaucoup de stéréotypes, de préjugés. Là, quand on pense à l'immigration, on parle de pays d'origine, pays de transit, pays de destination. Quand les États ont commencé à négocier, je pense que la conception, c'était que les pays pauvres, c'est les pays d'origine, et les pays riches, c'est les pays de destination. Mais la réalité, c'est pas ça du tout, mais pas du tout. La vaste majorité des déplacements se font sud-sud. Alors, on a appris beaucoup de choses et je pense qu'on a réussi à repousser certains stéréotypes. Les chiffres donnent raison à Mme Arbour. De 10 à 12 millions d'Africains migrent annuellement, certains à l'intérieur de l'Afrique, d'autres vers l'Asie. En 2017, seulement 2% ont migré vers l'Europe. 25,5 millions de migrants travaillent dans les pays du Golfe Persique. En Chine, 200 millions de personnes migrent à l'intérieur même de leur pays. À New York, une équipe de 4 rédacteurs, 2 Suisses et 2 Mexicains, recueille les points de vue des pays membres afin d'élaborer un texte de base qui va servir d'outil de négociation. We didn't know what was a global compact. There was no precedent for this. This is innovative and new. So when people asked us, what's a global compact? It's not a treaty and it's not a political declaration. So we built the plane as we were flying it. And it's an honor and it's a pleasure to really build something from scratch. We, on behalf of the co-facilitators, were holding the pen and actually drafting the document. It's all built on the experiences shared, the lessons learned of that whole consultation phase. Le pacte sera non contraignant et donc respectera la souveraineté des pays. Il vise à réduire à la source les problèmes qui poussent les gens à quitter leur pays. Il invite les gouvernements à collaborer afin de réduire le chaos et la violence qu'on observe aujourd'hui. Il garantit aussi aux migrants la protection universelle des droits de l'homme. Ces 2 ambassadeurs ont produit quelque chose qui était, au fond, beaucoup plus avancé que ce qu'on pouvait craindre, compte tenu des résistances que l'on avait senties depuis 30 ans face à une irruption de la scène internationale dans le précaré de la souveraineté territoriale.
Madame Arbour a recruté dans son équipe des gens de confiance du temps de son combat aux droits de l'homme, comme ce diplomate, son bras droit. What is so important here about the Migration Compact is migration had never been in its entirety on the UN agenda. It's a minor miracle that we are this close to getting the overwhelming majority of the membership to sign up to a cooperative framework on migration. The next step is implementation. Zero tolerance for criminal aliens. Zero. Chaque jour, depuis son arrivée à la Maison-Blanche, les discours et les tweets du président Trump sèment la peur parmi les sans-papiers de son pays. C'est ainsi que le Canada devient leur terre promise. En 2017, 20 000 d'entre eux fuient vers nos frontières. Vous parlez français? Oui. Oui? Oui. C'est un chemin d'entrée illégal. Si vous entrez ici, vous allez être arrêté. On est obligé, on n'a pas le choix. Cette soudaine vague de réfugiés suscite un vif débat sur l'immigration au pays, surtout au Québec. Where do you come from? From Nigeria. Nigeria? Okay. I come from Ethiopia. Ethiopia? Okay. If you cross here, you won't get arrested. You're aware of that? Yes, yes. It's your choice. Nowhere to go. Donald Trump pourchasse et chasse les gens. Moi, je vais vous dire que les tweets de M. Trudeau, de Justin Trudeau, qui laissaient entendre qu'il n'y avait pas de règles parce que c'était, si vous voulez, un accueil comme inconditionnel, alors que le Canada a des règles qui l'appliquent et qui l'appliquent de manière humanitaire, mais des règles assez strictes sur les demandes d'asile. C'est pas quiconque là, qui est accepté, on le voit maintenant. Les Québécois s'entre-déchirent sur la façon d'accueillir les immigrants. Environ 200 militants de Storm Alliance provenant d'un peu partout au Québec ont manifesté près du poste frontière de Saint-Bernard-de-la-Colle, là où des milliers d'immigrants sont entrés au pays ces derniers mois. Devant eux, une centaine de manifestants de gauche avec à leur tête le militant bien connu. On a vu l'existence de courants d'extrême droite au Québec, ce qu'on ne pouvait même pas imaginer auparavant. Et un discours dans les radios poubelles aussi, qui fait peur. Un discours qui entretient une sorte de réaction négative. Et ça m'inquiète. Jour après jour, année après année, je pense que ça distille des opinions que je pensais pas qu'on pourrait entendre au Québec. Retour dans les années 60. De nouvelles vagues d'immigration changent la face du Québec. En 1968, le premier ministre de l'époque, Daniel Johnson, a créé le ministère de l'Immigration. Il n'est pas question d'inonder la province d'immigrants quand on a des problèmes économiques ici. Il s'agit de choisir des immigrants pour remplir des positions qui sont disponibles. Nous voulons que les immigrants, une fois rendus ici, puissent régler leurs problèmes, puissent s'adapter. Et nous voulons aussi que même les fils d'immigrants continuent de garder les traditions culturelles de leur ethnie. Et c'est un apport extrêmement riche pour le Québec et particulièrement pour la métropole de Montréal. Moi, j'ai fait mon stage du barreau au ministère de l'Immigration. Plus tard, je devenais ministre du ministère de l'Immigration. Mais j'adorais ça. Le nationalisme québécois, c'est ou un nationalisme d'affirmation, le nationalisme, entre autres, qui introduit la notion de pays dans sa diversité, ou c'est un nationalisme de conservation, que j'appelle plus un nationalisme canadien-français, tourné vers ce qu'était le Canada français ou le Québec durant cette époque. Alors, il y a comme une sorte de tension là, qui se vit présentement. Ce que je souhaite, évidemment, c'est que le Québec ait confiance en lui-même, qu'il soit assez confiant en lui-même pour se dire qu'il est capable maintenant, comme il le fut dans le passé, d'être hospitalier.
L'idée qu'il faille faciliter la migration est centrale au pacte mondial et les États se sont rendus compte, depuis 10 ans qu'ils parlent de migration ensemble, qu'au fond, la facilitation de la migration, c'est ce qui permet de mieux la gouverner. This is not human rights. This is not camp. This is prison. Plus on facilite la migration, plus les migrants se présentent aux gardes-frontières et présentent les bons papiers. Et donc, on a le contrôle et en même temps, on facilite la mobilité. Et quand les négociations ont commencé, mon équipe qui représentait le secrétariat, nous, on était dans la salle, on prenait des notes, on résumait toutes les interventions pour qu'ils décident entre le projet 0 et le projet 1, 2, 3, quelles modifications ils allaient faire pour essayer d'accommoder, pas toujours les extrêmes, mais d'aller chercher un consensus. Les vraies questions qui étaient plus difficiles, c'était toute la problématique des migrants qui sont en situation d'irrégularité. Alors, si on les arrête, est-ce qu'on les emprisonne? Est-ce qu'on emprisonne les enfants, dont les parents, et eux aussi, sont en situation irrégulière? Est-ce qu'on leur donne accès à certains services de base, comme des soins de santé, accès à l'éducation? Ça a été, je pense, pendant presque tout le processus, une question qui revenait souvent, soit qu'on l'évitait, ou bien qu'on ne faisait pas beaucoup de progrès pour en discuter. Pendant 5 jours, chaque mois, les diplomates se réunissent pour accoucher d'un texte final du pacte. Les 192 pays ont une voix égale. Il y a beaucoup de tensions dans l'air, surtout que l'échéance de juillet approche rapidement. La grande préoccupation des pays du Nord global, et je dirais en particulier de l'Union européenne, a été le renvoi et la réadmission des migrants dans leur pays d'origine. Et je pense que ça avait été dit très clairement que si le texte ne reflétait pas cette préoccupation, les pays du Nord global s'en retireraient. It's about migration, it's also about multilateralism. And I think it's important to bear that in mind. This is a climate in which multilateralism is on a number of fronts, or can seem to be on a number of fronts, under threat. A couple of days ago, the Global Migration Compact of the United Nations has been published. We see it as a very unbalanced and in a very extremist way pro-migration document, which is dangerous and irresponsible in the meantime. Quand le ministre des Affaires étrangères de la Hongrie s'est présenté, sa position c'était « La migration, c'est une mauvaise chose, on peut l'empêcher et on doit l'empêcher ». Sérieusement, qu'est-ce que c'est ça comme position à l'échelle mondiale de dire à certains pays, de dire au Canada, par exemple, la migration de façon générale, l'immigration, c'est objectivement une mauvaise chose et ça doit être stoppé, mais c'est complètement ridicule. Les gouvernements décident des politiques migratoires, mais ce sont les populations qui les subissent. Pour l'aider, Louise Arbour invite une centaine d'ONG comme observateurs. Ils proviennent des syndicats, des milieux d'affaires, d'organisations religieuses et de groupes d'activistes. We could have been starting the process of negotiating a treaty, something legally binding. We would have been at it probably a decade. Ma réflexion personnelle était beaucoup plus près de celle de beaucoup de ces ONG qui travaillent dans ce domaine-là, qui sont peut-être un peu déçus que c'est un texte qui n'est pas contraignant sur le plan juridique. Si on l'a dit depuis le début, bon, finalement, moi, je pense qu'on peut faire beaucoup de progrès si on a un bon consensus politique, plus que d'avoir un instrument juridique, mais qui ne sera pas beaucoup ratifié. Bon. On voit bien que le chemin va être encore un peu long, notamment pour les co-facilitateurs, pour concilier certaines positions. Les causes profondes des départs massifs ne sont pas attaquées. On est en train de s'attaquer aux conséquences du problème. Et on oublie aujourd'hui qu'il y a des causes multidimensionnelles qui sont liées au changement climatique, qui sont liées à des phénomènes politiques, qui sont liées à des questions de l'emploi des jeunes. Parce que si vous voulez décontaminer un fleuve, vous ne décontaminez pas les affluents, vous décontaminez l'origine du fleuve.
Après 5 mois de débats et 6 révisions, le texte du pacte est finalement prêt à être approuvé. Colleagues, we have indeed reached the end of the road. And I believe, or we believe very much, that we have done exactly what we had set out to do. We both declared the conclusion of the negotiations, say it together with me, of the Global Compact for Safe, Orderly and Regular Migration is agreed. C'est un grand soupir de soulagement, mais le plus difficile reste à venir. La ratification du pacte prévu 5 mois plus tard à Marrakech, au Maroc. 5 mois de déchirement et de turbulences politiques à travers le monde. On avait une certaine inquiétude que le délai entre le 13 juillet, où le texte était finalisé, et devoir attendre plusieurs mois jusqu'à temps qu'il soit formellement adopté, ça a suscité certaines inquiétudes. Et comme de fait, dans la réalité, il s'est passé des choses entre septembre et décembre qui ont beaucoup compliqué la donne. Dans la prochaine édition du Téléjournal de Radio-Canada. Un premier cas présumé de coronavirus est identifié au Canada. Un homme d'une 50aine d'années qui revient de Wuhan est hospitalisé à Toronto. Peter MacKay se lance dans la course à la direction du Parti conservateur du Canada. L'ancien ministre appelle à l'unité du parti et tend la main aux Québécois. Une semaine après le blizzard historique à Terre-Neuve, l'état d'urgence est levé. Un retour à la normale assombri par la découverte du corps d'un homme disparu dans la tempête. Le Téléjournal, plus tard ce soir. Agissez avant que les Hatchoum vous attaquent avec Emergency. Aidez à prévenir le rhume avec Emergency Immunity Plus, votre renfort immunitaire. Vous avez fondé avec acharnement une société, une famille, une fierté. Et ce savoir se transmet d'une génération à l'autre. Vous éclairez notre chemin. Au groupe Maurice, nous reconnaissons ce pouvoir que vous avez d'être des artisans essentiels de notre société. On a tant besoin de vous pour assurer notre saine pérennité. Le groupe Maurice, le pouvoir des aînés. Le sous-titrage de cette émission vous est offert par les nouveaux Advil Mini-Gel. Soulagement rapide de la douleur, maintenant en format mini, facile à avaler. À chaque année, cette communauté fête le Québec. C'est la rencontre entre cette communauté qui est francophone. Le Maghreb, c'est le plus grand bassin francophone à l'extérieur de la France. Et le Québec, bien sûr, cette terre d'accueil qui les a accueillis, leur a permis en fait de réaliser leurs rêves. Pour la première génération, avec des défis, avec des difficultés, mais en fin de compte avec des réussites. Pour la deuxième génération, ils sont chez eux au Québec, donc ils viennent aussi fêter leur culture, la culture de leurs parents et de grands-parents, mais aussi la fêter dans un contexte québécois. On peut retrouver aujourd'hui dans l'événement des gens que ça fait 2 semaines qui sont là au Québec, comme on peut retrouver des gens qui sont à la 3e génération. Même on commence à avoir une 3e génération. Les grands-parents sont établis dans les années 70 et cette rencontre aussi entre cette génération de Québécois d'origine maghrébine qui sont des Québécois qui sont nés ici, qui sont le résultat ou le produit de l'école 101 aussi. C'est des enfants qui ont fait l'école francophone et qui sont québécois dans leur accent, dans leur tradition. C'est ce qu'on est en train de voir aujourd'hui. 1, 2, 3, je suis québécois. 1, 2, 3, nous sommes québécois.
Ce qui va nous unir, c'est le drapeau du Québec. Et c'est ça pour moi l'interculturel, c'est de dire que notre appartenance au Québec n'est pas une appartenance, nous ne sommes pas des locataires. Nous voulons être des propriétaires. Mais aussi toutes les différentes générations d'immigration venues de partout composent aussi ce Québec qui est en évolution. Mais ça serait autour de ce drapeau, autour de cette culture, autour de la langue française que nous devons bâtir notre conception du Québec. C'était toujours clair pour moi que j'allais revenir. D'ailleurs, quand j'ai commencé à travailler au début des années 70, j'ai travaillé à Ottawa, ensuite à Toronto. Puis quand les gens me demandaient d'où venez-vous, je disais toujours, je viens de Montréal, mais je travaille temporairement à Toronto. J'ai dit temporairement pendant 25 ans. Quand j'ai eu vraiment l'occasion de revenir, c'était évident pour moi, je n'allais pas me réinstaller ni à Toronto ni à Ottawa. Alors je suis rentrée au pays, chez moi. Dans mon travail sur la migration, j'ai passé presque 2 années complètes à New York, que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup les gens, j'aime beaucoup le monde, j'aime le bruit, mais je préfère les arbres, l'eau, le vent, le calme. Est-ce qu'elle est capable vraiment comme relaxer, être avec vos autres, être avec ses petits-enfants? 100%. C'est pas quelqu'un qui se trouve à toutes les heures attaché à son BlackBerry ou son cellulaire. C'est quelqu'un qui... Ma mère s'assoit avec les enfants, ils jouent aux cartes, ils colorient ensemble. Pendant 20 ans, vous avez pourchassé des méchants. Cette fois-ci, votre travail est bien différent? C'est toujours la même ligne de préoccupation dans mon travail. Et la poussée anti-migration, ça a l'air très différent, mais ça rejoint le même genre de préoccupations qui m'ont toujours intéressée. C'est la question de l'exercice du pouvoir et particulièrement de l'abus de pouvoir. Inévitablement, nos cultures se transforment par l'arrivée des étrangers. Alors que ce soit des modèles d'intégration, d'assimilation, de transformation, je pense que ça doit être fait en respect des droits des autres, comme on veut que nos droits, nous, soient respectés. Il faut vivre dans un monde moderne, qui est un monde en transformation. Il faut trouver sa place, et il faut laisser de la place aux autres aussi. Il y a une belle phrase de Richard Desjardins qui dit « des territoires coulés dans nos veines ». Moi, je pense que les migrants, ils ont aussi leur territoire d'origine coulé dans leurs veines. Moi, je suis personnellement la secrétaire générale de la conférence du Maroc, la conférence intergouvernementale sur l'adoption du pacte. Donc, il y a des vraies questions de migration, de substantives, de toutes sortes de... Et puis l'autre, il y a tout un aspect, la sécurité, et nous, on coordonne toutes les agences des Nations Unies qui ont de l'expertise là-dessus. Nous, on est l'espèce de dispatcher, on est le coordonnateur de tout ça. NGOs and civil society. Oh yeah, the front is there. Sorry, I had it completely backwards. Okay, I'm with you. En dehors des murs des Nations Unies, les mouvements d'opposition à la migration prennent de l'ampleur. Louise Arbour n'hésite pas à plonger tête baissée dans la tempête. Il y a des voyous qui sont au pouvoir, qui se préconisent de vivre dans un état de droit. On voit l'occupation du pouvoir par des gens qui, s'ils n'enfreignent pas carrément la loi, ont quand même des positions morales, éthiques complètement indéfendables. Il y a une espèce de corrosion, à mon avis, de l'état de droit qui est inquiétante. Une campagne vitriolique contre le pacte se répand comme une traînée de poudre sur le web. Les influenceurs d'extrême droite captent un public toujours grandissant. Am 11. Dezember 2018 wollen 192 Staaten in Marrakesch einen Pakt unterzeichnen. Und dieser Pakt besiegelt den Untergang der europäischen Völker und dein Staat und mein Staat, die sind auch dabei. Die wollen das in deinem und meinem Namen unterzeichnen und das dürfen wir nicht zulassen.
Il faut malheureusement constater que la position anti-immigration est populaire. En l'espace de 2 ans, les opinions des Polonais, qui encore en 2013 étaient à 75% en faveur d'ouvrir les frontières aux réfugiés, et 2 ans plus tard, au même pourcentage, contre. Il y a en Europe centrale une espèce de vision historique du XXe siècle. Le XXe siècle, c'était l'horreur suprême, des millions de morts, un océan de sang versé. Mais au moins, après tout cela, on est bien entre chez nous. On est entre Polonais, entre Hongrois, entre Tchèques, entre Slovaques, et c'est mieux ainsi. La façon d'y arriver, c'était horrible, mais ouf, on est entre nous, comme dirait Marine Le Pen. Louise Arbour parcourt la planète pour consolider les appuis au pacte. Aller de Santiago à Vienne, à New York, à Bangkok, revenir à New York, aller à 10, revenir, aller à Londres en 6 semaines, là, c'est beaucoup. Je me rends compte que c'est fatigant, plus fatigant que ce l'était il y a quelques années. Je m'inquiète un peu parce que c'est vrai que Louise, il faut qu'elle soit vraiment, vraiment malade avant qu'elle arrête. C'est des voyages super longs avec des changements de l'heure. Alors, c'est difficile pour nous tous, mais surtout quand on est de moins en moins jeunes. D'autres font le chemin inverse. Après avoir parcouru l'Afrique de l'Ouest, Mamadou Goïta arrive à Montréal afin de rallier la diaspora. Le pacte a des forces, mais aussi il y a beaucoup de défaillances. Parce qu'on a voulu que ce soit un pacte qui soit beaucoup plus contraignant, mais on revoit bien par rapport au contenu qu'il y a des choses qui ne sont pas assez contraignantes. Donc c'est ce processus qu'on est en train de vivre aujourd'hui. C'est une des voies pour trouver des solutions aux problèmes de l'Afrique. La migration massive des jeunes aujourd'hui qui est en train de déposséder ce continent de ses bras valides. Ces conflits de dialogue qu'on a vus au niveau du pacte mondial, notamment entre l'Union européenne souvent et l'Afrique, ou entre l'Amérique du Nord et l'Afrique, n'a pas sa place dans un tel dialogue, parce que sans la coopération entre les États, on ne peut jamais régler le problème de migration. Que pensez-vous des néo-Canadiens? S'ils viennent ici pour s'installer, pour passer leur vie, je trouve qu'ils peuvent, je calcule qu'ils peuvent faire des bons Canadiens, mais pas pour venir chercher notre argent, on va voir ça s'en retourner dans leur pays. Tous ceux qui viennent au Canada et se comportent comme ceux qui sont ici dans Sherrington sont les bienvenus parmi nous. Il n'y aura pas de citoyens de seconde zone dans le Québec. C'est-à-dire immigrants actuellement installés ou immigrants arrivant ici seront traités sur le même pied que les citoyens du Québec, anglophones ou francophones. C'est la campagne électorale au Québec. La question de l'immigration et de l'intégration des immigrants est au cœur des débats. D'abord, nos objectifs sont clairs. Ce qu'on dit, c'est qu'on veut réduire de 50 000 à 40 000 le nombre d'immigrants pour mieux s'en occuper. Ce qu'on dit aussi, c'est qu'on veut que les nouveaux arrivants réussissent un test de français puis un test de valeur avant de recevoir le certificat de sélection. Mais l'enjeu actuel, il est le suivant. Si on reconnaît la pénurie de main-d'œuvre, il faut garder la porte ouverte à l'immigration. Nous, on prévoit de maintenir les seuils comme ils sont. M. Legault, je ne sais pas. Ça dépend des jours. Il change continuellement d'avis selon les sondages, selon les gens où il est, selon à qui il parle. Les Maghrébins sont engagés de près dans le débat. Il faut uniquement parler de l'intégration des nouveaux arrivants. Si on veut se débattre, là, on doit se débattre sur comment améliorer la vie des nouveaux arrivants. C'est sur ça qu'on doit... Personne n'a la réponse exacte. Est-ce qu'il nous faut 60 000? Est-ce qu'il nous faut 50 000? Est-ce qu'il nous faut 40 000? À mon avis, ce n'est pas là le problème. Le vrai problème, c'est quelles sont les mesures pour les aider à s'intégrer. Moi, sincèrement, ça ne me dérange pas qu'on réduise le nombre d'immigrants ou qu'on l'augmente, mais à condition que ça soit fait d'une façon réfléchie, loin d'une idéologie. Ça serait dommage que le gouvernement actuel a réduit juste pour satisfaire le fantasme de certaines personnes. J'espère qu'ils l'ont fait en faisant une analyse sérieuse.
Il ne faut pas jouer avec l'opinion publique de manière électoraliste, si vous voulez, ou pour en tirer, ou instrumentaliser ces questions de société qui sont des questions importantes, puis les instrumentaliser pour le bénéfice, disons, partisan. Nos sociétés vont devenir plus diversifiées et plus mobiles. Il n'y a pas de retour en arrière. On entend les gouvernements dire on veut réduire l'immigration, et c'est en Europe aussi, on en parle, réduire l'immigration. Mais ce ne sont pas les gouvernements qui décident de l'immigration. Ce sont les employeurs, ce sont les nécessités économiques, les nécessités sociales. Les immigrants ne vont pas dans les pays où il n'y a pas d'emploi pour eux. Ou bien c'est un bouc émissaire, la migration, ou bien ça s'inscrit dans toute une espèce d'idéologie de repli, d'autoritarisme, d'espèce de nostalgie pour une époque qui, à mon avis, n'a jamais existé. Je pense que la migration, comme sujet, là, ça a été facile de mobiliser là-dessus, mobiliser sur le rejet de l'autre. De toute façon, nos sociétés deviennent plus diversifiées, plus ouvertes, à tout point de vue. Et quelque part, ce populisme anti-immigration est une bataille d'arrière-garde d'une guerre qui a déjà été perdue. Professionnelle. Curieuse. Déterminée. Engagée. Humaine. Vulgarisatrice. Quelqu'un d'intègre, de droit, de solide. Bonsoir. Dans quelques instants, 24h60. Anne-Marie Dussault vous éclaire tous les soirs de la semaine à 19h. Ici RDI, quoi qu'il arrive. Votre passion est toujours aussi présente, avec ce même enthousiasme dans votre envie de nous la transmettre. Nous sommes vos meilleurs partisans. Au groupe Maurice, nous reconnaissons le pouvoir que vous avez d'être des joueurs indispensables de notre quotidien. On a tant à gagner à vous laisser prendre la place qui vous revient en société. Le groupe Maurice, le pouvoir des aînés. Désolé, leur monte-pente est en panne. Vous amène en haut? En haut de la montagne? Bon, ben, on éprouve encore des problèmes mécaniques. Oh, je pense qu'on va avoir une journée chargée. Domptez l'hiver avec 0% de financement et les 4 premiers paiements hebdomadaires offerts. Le labo d'antiflogestine teste toutes sortes de douleurs. Les douleurs dorsales, ouf, les douleurs causées par des blessures, aïe aïe, et les douleurs musculaires et articulaires. Ah, ça va mieux. Souffrez-vous de douleurs? Antiflogestine soulage. Félicitations aux finalistes et aux lauréats du Grand Prix de l'entrepreneur DY 2019. Connaissez-vous un entrepreneur prospère dont vous aimeriez soumettre la candidature pour le Grand Prix de l'entrepreneur DY 2020? Visitez notre site ey.com/ca/GPE dès aujourd'hui pour recommander un entrepreneur. Qui saura nous inspirer? L'appel de candidature est ouvert pour 2020. Quand on est arrivé à Marrakech, si je dois exprimer mon sentiment profond, j'étais un peu exaspérée. Parce que, au fond, c'était fait. Marrakech, ça avait été conçu à l'origine comme non seulement l'adoption formelle d'un document qui avait été négocié quelques mois plus tôt, finalisé, tout le monde s'était entendu, on savait, mais ça devait aussi être le lancement de la deuxième étape, la mise en application. Et là, moi, j'étais, je pense, un peu exaspérée parce que je me rendais compte que là-dessus, on avait reculé. Le Marrakech, c'était pas le début de la mise en œuvre, c'était en fait l'espèce de consolidation des acquis. Puis on savait qu'on n'aurait pas le même consensus nécessairement à Marrakech qu'on avait eu 3 ou 4 mois plus tôt. It is regrettable whenever any state withdraws from a multilateral process on a global issue, the outcome of which has generated overwhelming support. La colère du président Trump trouve écho dans le monde.
En Europe, le gouvernement de la Belgique paie cher son appui au pacte. Il est renversé par l'opposition. Même la Suisse quitte le navire. We were aware of pockets of concern and skepticism in Europe. I think we underestimated both the intensity of that feeling and the extent of that feeling. What I don't think we had anticipated was the speed with which a number of states peeled away from the compact, having been party to its informal agreement on the 13th of July. On dirait que ça s'est situé, ce dossier-là. Peut-être que si je l'avais su au début, j'aurais pensé 2 fois avant de m'impliquer. Dans une espèce de... dans l'œil du cyclone. En parallèle de la conférence de l'ONU, une 60aine de maires et mairesses provenant de partout dans le monde se réunissent pour discuter de la migration. Valérie Plante, la mairesse de Montréal, fait partie du comité organisateur. De plus en plus de gens qui sont prêts à marcher et à traverser des kilomètres venant du sud pour traverser les États-Unis pour se rendre chez nous. C'est des maires et des mairesses qui demandent d'être entendus parce qu'au final, ce sont nous on est sur la ligne de front quand il y en a des vagues migratoires ou des réfugiés. Nécessairement, c'est nous, au niveau des villes, qui devons trouver des solutions au niveau de l'habitation, de l'emploi, de la mobilité, toutes ces questions-là. 70 % des nouveaux arrivants s'installent à Montréal. Alors, on a une grande responsabilité de s'assurer que l'intégration se passe bien. Moi, je suis inquiète. Le milieu des affaires l'est également. Les maires et mairesses à travers la province qui, comme moi, constatent qu'on a une pénurie de main-d'œuvre déjà, mais qu'elle va s'accentuer. La confrontation se transporte au Parlement d'Ottawa, avec des visions diamétralement opposées sur la question. Le Canada est très fier de travailler de façon très positive avec la communauté internationale pour démontrer que l'immigration peut être une source de croissance et de richesse, qu'il faut le gérer comme il faut. We strongly oppose Justin Trudeau's plan to sign Canada on to the UN Global Compact on migration. It gives influence over Canada's immigration system to foreign entities. That is not true. It is not true. The Global Compact on Migration is not a treaty. It is not legally binding. It does not threaten Canadian sovereignty. It does not give up Canadian control of our own immigration system. Laissons les Canadiens gérer eux-mêmes la question de l'immigration. On le fait très bien depuis les temps immémoriaux, puis on va continuer à bien le faire. Ou bien c'est basé sur l'ignorance, ou, très honnêtement, sur la mauvaise foi. Parce que quand on entend répéter constamment que ce pacte porte atteinte à la souveraineté des États, il faut vraiment se demander quels documents ils ont lus. Les négociations pour le pacte se sont faites dans un environnement rationnel, basé sur des faits, par des gens qui comprennent les enjeux à long terme, les bénéfices de la coopération, qui combat un autre environnement où les positions sont basées sur l'impression, qui tu aimes, qui tu crois, que ton opinion, basée sur rien, est aussi valable que celle des scientifiques. On vit dans un monde là, où tout s'équivaut. Coup de théâtre en Méditerranée. Les gouvernements européens forcent le retrait du pavillon du navire de Médecins sans frontières, dont son droit de naviguer. Joanne Liu s'indigne. With the sabotage of the Aquarius. Gone is the most basic humanitarian and legal commitment. Saving lives at sea. Saving lives is non-negotiable. Saving life is indeed a fundamental part of the Global Compact. Les gens se disent que si on arrête des secours en mer Méditerranée, cela va réduire le nombre de gens qui arrivent sur les plages de l'Europe. Mais ces gens-là, c'est pas parce qu'ils ne sont pas sur les plages en Europe qu'ils n'existent plus. Plusieurs personnes ont été ramenées en Libye et mises dans des centres de détention. Parce qu'ils ont fui certaines atrocités, parce qu'ils ont fui la guerre, on les ramène et on les traite comme des criminels en Libye. Il n'y aura jamais de mur assez haut pour empêcher un parent
de le traverser pour offrir un futur à ses enfants. Il n'y aura jamais un parcours à travers une mer Méditerranée trop dangereuse pour les mêmes raisons. Excellencies, ladies and gentlemen, may I first of all express my deep gratitude and appreciation to the permanent representatives of Mexico and Switzerland and to Louise Harbour for their work. Dans le dernier droit, après Marrakech, le consensus s'effrite. Au décompte final, 152 pays votent pour le pacte, mais 5 s'y opposent et 12 pays s'abstiennent de voter. Bien, le pacte, ça va être la référence ultime pour la coopération internationale, surtout quand ça va devenir de plus en plus problématique. Par exemple, à cause des changements climatiques, à cause de la croissance démographique disproportionnée, à cause des inéquités aussi de richesse entre les pays, à l'intérieur des pays. Tout ça, si ça continue à se détériorer, la question de la mouvance migratoire va devenir de plus en plus importante et le pacte, ça va toujours être, à mon avis, la référence. C'est un programme de travail pour les décennies à venir. C'est comme la Déclaration universelle des droits de l'homme. Le lendemain du 10 décembre 1948, le monde n'a pas changé. Par contre, depuis 70 ans, nous avons fait des progrès considérables sur la mise en œuvre de ce cadre conceptuel qu'était la Déclaration universelle. Le pacte mondial, pour moi, représente le même genre de cadre conceptuel et nous allons devoir réfléchir à sa mise en œuvre au cours des décennies à venir. Migration is a global reality. Not one country can address the challenges, for example, related to irregular migration. So it is in Canada's interest, as well as the interest of any other country that is affected by global migration, to work together with others to address issues around irregular migration, which affects Canada as well. Soutenir l'immigration de façon responsable. Alors, on a parlé de nos contextes particuliers. Les sociétés évoluent tout le temps. Et pour moi, l'apport des migrations est absolument bénéfique parce que c'est ce grand métissage-là qui fait qu'une société évolue, selon moi. Il faut absolument mettre de l'avant ce côté humain et parler d'une voix unie qui ne remet pas en question notre identité à nous, mais au contraire, comment l'immigration vient enrichir notre identité. La première génération d'immigration vit un deuil toute sa vie. C'est une vie entière. Parce que la première génération vient très souvent pour les enfants, en fait. Et c'est la deuxième génération souvent qui en bénéficie. Demain, dans 20 ans, la société québécoise, la société canadienne comprendra beaucoup plus de musulmans, beaucoup plus d'hindous, beaucoup plus de bouddhistes. Et c'est une réalité et ce sera l'avenir de nos sociétés. Et ces gens-là contribuent à nos sociétés de façon considérable, quotidienne, et le feront de plus en plus. Et nos sociétés se transforment. Chaque génération apporte ses transformations à la société. Aujourd'hui, de la façon dont collectivement on va répondre à cette problématique-là, va être un moment qui va nous définir dans notre humanité collective. Parce que si aujourd'hui, on renie l'humanité chez le migrant, c'est que ça veut dire, à quelque part, on se renie nous-mêmes. J'ai eu beaucoup de chance. Il y a beaucoup de choses qui m'ont été offertes, des choses se sont présentées à moi, mais je ne suis pas une très grande planificatrice long terme, bien au contraire. En fait, j'ai fait des choses que je ne savais même pas qui existaient. Par exemple, quand j'ai commencé ma carrière, que j'ai commencé à enseigner le droit pénal, puis que j'ai commencé à être juge de première instance, le droit pénal international, là, les poursuites de crimes de guerre, ça n'existait même pas. Dans le moment, là, il n'y a rien en particulier qui m'interpelle, sauf le désir de réduire un peu l'intensité de le travail à plein temps. Là, ça commence à m'intéresser un petit peu moins. Là,
un engagement comme ça, le dossier de la migration, ça a été quoi, 20 mois à plus que plein temps. Ceci étant dit, je me connais, là, si le téléphone sonne, c'est la bonne question. On ne sait jamais. Nous aurons des corbeilles pleines de roses noires pour tuer la haine des territoires coulés dans nos veines et des amours qui valent la peine. Nous aurons tout ce qui nous manque, des feux d'argent aux portes des banques, des abattoirs